Bien, merci à vous d'être venus, malgré la Saint-Valentin. J'ai reçu un certain nombre de messages de gens qui m'ont expliqué je ne peux absolument pas venir et je m'étonne que vous organisez quelque chose le jour de Saint-Valentin. Donc voilà. Je remercie notre conférencier notamment, qui a particulièrement de mérite parce que vous m'avez dit que vous aviez un fils qui s'appelait Valentin, qui fête son anniversaire aujourd'hui ou demain. Et une femme aussi. Et une femme aussi. Et qui a traversé, dans le train, a traversé des nappes d'eau monstrueuses entre Paris et ici. Donc, merci à vous d'être... C'est le train. C'est le train. Donc, voilà. Très bien. Je vais commencer par les choses vraiment importantes, les extraterrestres. Lorsqu'on pose la question à un public, y a-t-il des extraterrestres ou au moins une vie extraterrestre, fait remarquer Jean-Pierre Bibrine, qui est un planétologue bien connu à Toulouse, l'ensemble de la salle dit « Moi, je suis sûr qu'il y a des extraterrestres ». Et pourtant, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve qu'ils existent, il n'y a pas de preuve qu'ils n'existent pas, mais il y a une majorité extrême qui dit qu'il y a des extraterrestres, il y a une vie extraterrestre, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme ou du pessimisme, mais c'est un fait. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce déséquilibre s'applique aussi, pour d'autres raisons, bien sûr, à notre sujet d'aujourd'hui. Le monde va-t-il de plus en plus mal? Il n'y a pas de preuve définitive, il y a des multitudes d'arguments pour et d'arguments contre. L'argument le plus fort, c'est évidemment celui qui consiste à dire il y a 30 ans, j'avais 30 ans de moins, et c'était quand même beaucoup mieux. Et puis, il y a quantité d'arguments dans l'autre sens. Et il y a un déséquilibre frappant. Vous allez certainement nous donner quelques chiffres parce que il ne s'agit pas de dire les gens sont ça, il s'agit de voir que c'est mesuré, suivi, compris, etc. Donc, alors, il y a effectivement des tas d'arguments dans un sens et dans l'autre. On peut opposer les progrès de la médecine, la durée de la vie, d'une part, mais le changement climatique, on peut opposer le fait que des centaines de millions de gens sont sortis de la pauvreté versus ce qui se passe au Moyen-Orient, au Soudan, et Trump et Poutine, etc. Mais ce n'est pas exactement notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si le monde va mieux ou moins bien, c'est d'observer et de mesurer cette majorité extrêmement importante, sans doute démesurée, en France particulièrement, et d'essayer d'en comprendre les causes, d'essayer de suivre pourquoi est-ce que nous pensons tous, enfin pas tous, mais à une très grande majorité, que tout va de mal en pis, il n'y a plus de saison, tout fout le camp. Pourquoi est-ce que nous pensons ça ici, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où c'est l'inverse? On a une foi dans l'avenir qu'on avait sans doute auparavant ici. Donc vous allez nous parler de ça. Il faut essayer de comprendre les causes. Il faut en comprendre les conséquences. Vous allez nous expliquer ça. Dans votre livre, j'en profite pour dire que deux de vos livres sont à la signature. Vous accepterez sûrement de les signer. Deux de vos livres sont à la signature là. Donc, voilà. Donc ça, c'est un sujet majeur, et vous expliquez notamment que les conséquences sont importantes, et que ce pessimisme généralisé, ce pessimisme outrancier est en lui-même un fléau pour la démocratie. Vous allez sûrement nous expliquer pour ça. Alors, je m'adresse à vous. Merci d'être venu, puisque c'est bien c'est un sujet majeur. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a du monde, et puis il y a du monde également en visio. Donc, vous êtes politologue, vous êtes chercheur, vous êtes associé à l'IRIS, vous l'étiez? Non? Désolé. Je l'étais, mais d'accord. On est partis fâchés l'un avec l'autre. On est la Saint-Valentin, donc. D'accord. Bon, alors je rembobine. Vous n'êtes plus chercheur associé à l'IRIS, mais vous êtes expert, vous avez publié un certain nombre de notes pour la Fondation Jean Jaurès. Ça, c'est toujours vrai. Vous enseignez dans beaucoup d'endroits, mais actuellement au moins à Sciences Po Aix-en-Provence et à Audencia Nantes. Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous traitez de nombreux sujets. J'ai noté la géopolitique, les questions sociales, le droit public, la mondialisation, l'altermondialisme. Et vous avez notamment écrit quelque chose qui s'appelle Malaise à la ferme,
qui est une réflexion et une observation sur l'agro ou l'agri-bashing, je ne sais pas comment on doit dire, hein. Et donc, voilà, vous avez deux livres qui sont consacrés à notre sujet, en vente là-bas. Vous avez fondé l'Observatoire du positif. Vous allez sûrement nous expliquer ce que c'est. Et puis, je voudrais terminer par quelque chose d'important. Vous avez écrit un roman avec un titre magnifique que j'ai noté, hein. Euh, non, je ne l'ai pas noté. Si, La chenille, pardon. La chenille qui se transformait en papillon alors que sa vie battait de l'aile. Je répète, la chenille qui se transformait en papillon alors que sa vie battait de l'aile. Alors donc, j'ai plaisir à vous passer la parole et vous allez nous expliquer pourquoi nous sommes si fascinés par les trains qui arrivent en retard. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir devant vous. Merci au GREP, merci à Olivier Mock de m'avoir invité. Alors, je ne vais pas vous parler ni de chenilles, ni de droit public, ni de l'iris non plus. Mais effectivement, je vais essayer, non pas de, comme cela a été dit à l'instant, de répondre à la question est-ce que le monde va de plus en plus mal ou de mieux en mieux, mais d'essayer de réfléchir un petit peu à un certain nombre d'éléments et de voir ce qu'on peut en faire. Et je vais justement mettre tout de suite les pieds dans le plat, parce que, effectivement, comme vous, comme la plupart d'entre vous, je pense, effectivement, Vladimir Poutine, la perspective d'une guerre en Europe, ça me fait peur. L'administration Trump, Vance, ça me fait peur également. On le voit en ce moment avec les nouvelles annonces assez déstabilisantes sur l'organisation des élections à mi-mandat. Est-ce qu'elles vont être organisées? Est-ce qu'elles vont être équitables? Ça n'a pas l'air d'être très, très clair. Le programme de l'AfD en Allemagne, vous connaissez l'Alternative für Deutschland, un mouvement d'extrême droite en Allemagne, avec tout ce que ça charrie. Vous avez vu qu'il propose une milice de la remigration. Ça me fait peur aussi. Entre nous, l'élection présidentielle en France en 2027, ça me fait très peur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin bon, vous voyez à peu près ce qui peut se tramer. Il y a la une de l'Express de cette semaine sur la réhabilitation du nazisme un peu partout aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça me fait peur. L'intégrisme religieux, j'ai découvert il y a peu de temps qu'il y avait de l'intégrisme religieux également chez les bouddhistes en Asie du Sud-Est. Ça aussi, ça me fait peur. La montée des nationalismes un peu partout. Dernièrement, on l'a vu au Japon, on l'a vu au Chili. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait peur. La violence liée au narcotrafic, plus largement la violence liée à la criminalité organisée, c'est quelque chose également qui me fait peur. Quand on voit la vision de certains leaders de la Silicon Valley, je pense notamment à Peter Thiel qui nous a rendu visite à Paris il y a peu de temps, vous l'avez vu, même si on ne l'avait pas nécessairement invité, c'est quelque chose qui est assez effrayant. Je vous encourage à regarder par exemple le point de vue d'un influenceur américain qui a l'oreille de J.D. Vance qui s'appelle Curtis Yarvin. C'est effrayant ce qu'il dit sur la démocratie. En gros, il remet en cause même pas le principe de la démocratie, mais le principe de l'égalité politique, en considérant qu'il faut avoir un droit de vote à partir d'un certain niveau de quotient intellectuel. La crise de la démocratie, la tentation de la démocratie libérale, voire la tentation de l'autoritarisme, ça aussi, ça me fait peur. Bien évidemment, l'impact du dérèglement climatique, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, c'est quelque chose également qui me fait peur. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, ne tournons pas autour du pot, la destruction créatrice, telle qu'on le met en avant, le fameux concept de Schumpeter, c'est pas sûr que ça fonctionne cette fois avec l'intelligence artificielle. Il y a un autre aspect, moi, qui me fait peur, c'est l'impact
de la baisse de l'aide américaine, mais pas que. On vient d'apprendre qu'il y a la baisse de l'aide publique française aussi sur l'état de santé dans le monde, sur la sous-alimentation dans le monde. Ça ne se voit pas encore dans les chiffres, mais en 2026, en 2027, on va le voir. Ça aussi, ça me fait peur. On pourrait multiplier les exemples, les fake news, les deepfakes, les ingérences dans les élections. Il y en aura certainement en 2027. L'évolution de la dette publique, la question du décrochage de l'Europe ou de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Donc, beaucoup d'éléments qui ne sont pas nécessairement très, très rassurants. Et je vais vous partager peut-être ce point de vue, mais j'ai le sentiment que depuis quelques années, tout ce en quoi je croyais est en train d'être remis en cause, voire de s'effondrer, que ce soit la solidité des démocraties, la science du climat, les idéaux des Lumières, la construction européenne, l'ordre international. Et tout ceci, effectivement, aboutit à une sorte de sentiment de chaos. C'est effectivement l'idée que ce qui semblait être acquis, admis, accepté, ne l'est plus nécessairement. Ce qui semblait faire l'objet d'un consensus, ne serait-ce qu'implicite, on parlait d'indifférence bienveillante, est largement remis en cause, et ce qui semblait être inenvisageable devient non seulement envisageable, Trump élu, réélu, le Brexit, peut-être le Rassemblement national à l'Élysée, peut devenir non seulement envisagé, mais sans doute de l'ordre de la probabilité. Donc tout ceci va générer effectivement une perte de sens, une perte de repères, la difficulté à se projeter dans l'avenir et finalement à nous inciter collectivement à penser, c'est la question que je pose, que le monde va de plus en plus mal, parce qu'on le voit aux États-Unis depuis le retour de Trump au pouvoir. Ce qui domine, c'est plutôt un sentiment, alors ça évolue un petit peu, on l'a vu à Minneapolis depuis peu de temps, mais c'était d'abord un sentiment de sidération, de peur, d'impuissance et finalement d'acceptation implicite du nouvel ordre des choses. Et tout ceci se traduit par différentes formes d'anxiété, la plus connue étant l'éco-anxiété en lien avec le climat, la dégradation de l'environnement et de la biodiversité, mais on voit apparaître ou on voit réapparaître d'autres formes d'angoisse, la peur de la guerre, on parle d'IA-anxiété et on parle de plus en plus de politico-anxiété ou de démo-anxiété, effectivement, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de parler de politique, ou lorsque on arrive à 19h59 et que les résultats électoraux vont être annoncés, effectivement, on peut avoir une boule au ventre d'une manière ou d'une autre. Et tout ceci, effectivement, nourrit un pessimisme collectif et quelquefois, je vais y revenir, la tentation de s'en remettre finalement, soit de baisser les bras, soit de s'en remettre à un sauveur ou une sauveuse en fonction des appels. Et c'est pas drôle, des appels judiciaires, en l'occurrence, pour effectivement faire face à ce monde qui semble être en plein chaos. Et les termes que l'on emploie communément, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, on parle de polycrise, de permacrise. Ça donne le sentiment qu'on essaie de maîtriser tant bien que mal la situation, mais ce sont juste des mots. Et moi, personnellement, je préfère employer l'expression voilà, de grand basculement qui est un peu moins anxiogène, en l'occurrence, mais ça fait référence effectivement à ces points de bascule. En anglais, on parle de tipping points. On voit bien qu'il y a cette multiplication des points de bascule d'un point de vue climatique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, d'un point de vue technologique, même culturel, civilisationnel. Et donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on essaie de ne pas sombrer, et individuellement et collectivement, parce que, encore une fois, ça a tendance à générer, je vais y revenir, une forme de fatalisme, d'impuissance et la tentation finalement que bon, on n'a qu'à donner les clés à quelqu'un qui va nous sauver
et qui a lui-même des solutions qui sont très simples. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif? Pour moi, il y a un certain nombre de voies et de réflexes sans doute à éviter, et j'allais dire malheureusement, ce sont des tentations que l'on a souvent, et d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. La première tentation, c'est le déni. C'est une sorte de politique de l'autruche. On le voit, par exemple, avec la notion de déni climatique. Émerge ou réémerge la notion de déni de guerre, par exemple, en Europe, avec cette idée qu'on a été dans une situation depuis la Seconde Guerre mondiale de paix durable, et que l'idée même, on s'en souvient, lorsque le chef d'état-major de l'armée française a fait référence au risque de perdre nos enfants, ça a généré beaucoup de réactions autour de cette notion de déni. On parle aux États-Unis également, pas mal d'experts disent que une partie de la population est dans une forme de déni sur le fait que le pays est en train de basculer sur autre chose que la démocratie, en disant non, ça ne peut pas arriver aux États-Unis. Bon. Et en l'occurrence, effectivement, il faut regarder la réalité telle qu'elle est, sans nécessairement avoir de filtre, de biais. Ça n'est pas toujours simple. Alors, ce déni peut être aussi actif, et c'est peut-être dans les discussions que l'on aura, ça va peut-être émerger, notamment. Vous avez une partie de la population aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'expriment certaines enquêtes, qui ne cherche plus à s'informer. On parle d'évitement informationnel, en anglais on parle de news avoidance, c'est 20 à 30% selon certaines données, en disant, bon, je ne regarde plus la télévision, je parle de chaînes d'information, pas uniquement telle ou telle chaîne d'information, et il y a des témoignages qui montrent que les gens ne veulent plus s'informer. C'est pour moi, effectivement, ça relève de la politique de l'autruche, parce que, en l'occurrence, ça ne va pas changer le fait que le climat, Trump, Poutine, la situation au Moyen-Orient, comme vous l'avez mentionné, vont s'arranger. Et je me dis, sur quelle base ces gens-là vont voter s'ils ne cherchent plus à s'informer. Bon. Et les médecins vous disent que ça n'est pas nécessairement, on est dans le déni, ça n'est pas nécessairement bon pour sa santé mentale. Et puis, il y a une forme de déni aussi implicite, et j'espère ne pas tomber dans ce travers-là, qui est une forme de rassurisme, je suis désolé pour l'expression qui est assez hideuse, ou de biais optimiste, qui consiste à dire, bon, les humains ont fait face à un certain nombre de défis, ils y sont arrivés à chaque fois. Alors, ça peut prendre la forme d'une sorte d'optimisme technologique par rapport au climat ou de géo-ingénierie, ou ça peut prendre d'autres formes. Justement, les États-Unis, quand même, sont solides, ils ne vont pas basculer vers un autre régime que la démocratie, etc., etc. Et ça fait partie, de mon point de vue également, d'une forme de déni. Alors, il y a un deuxième élément sur lequel j'invite en général à se montrer prudent, c'est bien évidemment l'inverse, à savoir, par rapport au rassurisme et au biais optimiste, à savoir un biais pessimiste, voire un biais catastrophiste, qui vont nourrir effectivement ce pessimisme, à savoir le fait de ne pas être dans le déni par rapport à tous les éléments que j'ai mentionnés, mais à se sentir totalement submergé par les angoisses que cela génère, à baisser les bras, à considérer et à revoir très souvent le pire des scénarios, et à considérer que, quoi qu'il en soit, c'est inexorable et que tout est foutu. Et ça aussi, a priori, ça n'est pas nécessairement une voie qui est viable, on s'en doute. Puis un troisième élément sur lequel j'insiste, j'y ai fait référence de façon implicite, mais il y a une sorte de grande tentation qui est aujourd'hui peut-être en voie de devenir dominante, qui est celle d'être en quête face à ce chaos, cette incertitude, d'être en quête de réducteurs d'angoisse et d'incertitude, et de trouver un certain nombre justement de certitudes,
Boris Cyrulnik parlait de certitude aveugle à ce propos, de trouver un certain nombre de refuges rassurants. Et c'est quelque chose que l'on voit effectivement se développer depuis quelques années, sous la forme, par exemple, de refuges identitaires, quelle que soit cette notion d'identité. Hein. Moi, je vois, on pourra en parler dans les échanges que l'on aura, mais je vois du côté de mes étudiants, ils ont souvent du mal à dépasser leurs problématiques identitaires. Alors, ce n'est pas uniquement l'identité par rapport à leurs origines ou l'identité religieuse, mais ça peut être par rapport à leur difficulté à définir leur genre. J'ai des étudiants des étudiantes qui sont ou définir leur orientation sexuelle, etc., etc. Et effectivement, se réfugier dans dans une identité spécifique. En plus, ça permet de définir les nous versus eux. C'est plutôt rassurant. Même chose pour le radicalisme, même chose pour différentes formes d'extrémisme politique, d'intégrisme religieux, le sectarisme, le complotisme. Le complotisme, c'est génial, le complotisme. Ça vous permet, c'est la pièce qui manque au puzzle et qui vous permet de donner un sens au chaos. L'attentat contre Kennedy, le 11 septembre, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est simple, l'explication est simple. On a besoin d'explications simples. Et ça nous amène ces certitudes. Mais on sait très bien que d'un point de vue individuel et a fortiori d'un point de vue collectif, ça n'est pas la bonne solution. Et malheureusement, c'est la solution aujourd'hui que l'on voit de plus en plus se développer parce qu'au final, on met une flèche et on cherche un sauveur qui, effectivement, va nous rassurer, va nous apporter plein de certitudes. On le voit là sur l'image. Va être dans ce refuge identitaire, cette chaleur du nous face à ces eux qui sont extrêmement menaçants. Et donc, effectivement, c'est l'une des tentations que ce chaos actuel génère. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça et par rapport à ces différentes formes, ce déni, ce catastrophisme et cette tentation de réducteur d'angoisse et d'incertitude. Alors, je n'ai pas de solution toute faite, bien évidemment, mais je me dis qu'il y a malgré tout un certain nombre d'éléments à avoir en tête. Et c'est effectivement ce sur quoi j'essaie de travailler. Alors déjà, d'un point de vue tant individuel que collectif, j'essaie de lier le macro et le micro. Je pense il est important de savoir faire la part et de pouvoir faire la part entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. Bon, c'est un peu la base du stoïcisme. Je n'en suis pas un spécialiste, mais effectivement, la visite en Alaska de Poutine avec Trump, ça, on ne peut pas le contrôler. En revanche, on peut contrôler notre façon de nous informer. Ça, c'est effectivement... Et on peut essayer de travailler individuellement comme collectivement sur ce que l'on peut tenter de contrôler. Et pour le reste, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et il y a, je vais revenir là-dessus dans le reste de l'intervention, sans doute un certain nombre de prises de conscience à avoir. Et la première de ces prises de conscience, c'est effectivement, voilà, c'est que, qu'on le veuille ou pas, sans faire aucun effort, on va être exposé à des informations négatives et anxiogènes, même si on ne fait aucun effort, même si on ne s'informe pas via des médias traditionnels, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'à la machine à café, dans les dîners familiaux, etc., on va être effectivement exposé à ce type d'informations. Alors, je ne suis pas du tout dans le déni. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ces propos un petit peu anxiogènes. Mais effectivement, je considère qu'il y a sans doute un écart entre la perception que l'on a des choses, et j'essaierai de le montrer tout à l'heure, et la réalité, bon, ce qui n'est pas toujours facile à identifier. Parce que les filtres que l'on a, qui sont censés nous permettre de comprendre et d'avoir des connaissances sur la réalité, sont largement biaisés d'une manière ou d'une autre. Prenons le cas des médias. Moi, j'enseigne dans une école de journalisme.
j'enseigne ça. Je ne suis pas très fier, mais effectivement, la première chose que je dis à mes étudiants, à mes étudiantes, c'est que il faut remettre en cause l'idée que les médias sont des intermédiaires neutres entre, d'un côté, des informations et de l'autre côté, un public. Et l'image que je leur donne, c'est plutôt l'image de l'industrie du cacao. C'est-à-dire qu'il y a des faits, comme des fèves de cacao, et puis vous avez tout un processus industriel qui va transformer ces faits en un produit qui aboutit au journal télévisé, par exemple, qui est calibré en fonction d'une ligne éditoriale, en fonction de ce qu'on estime être les envies et les besoins du public. Et donc, effectivement, les médias vont sélectionner, hiérarchiser des informations, les construire d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de désinformation, là, je parle juste de quelque chose qui relève d'un constructivisme par rapport à l'information. Et bien évidemment, les médias ont un certain nombre de biais. Quand je dis les médias, ce sont les rédactions, les journalistes. Et par exemple, vous connaissez bien évidemment le biais de négativité. Ça ne veut pas dire que les médias ne s'intéressent qu'au négatif, qu'au train qui n'arrive pas à l'heure ou qui arrive en retard. Mais on sait très bien que les médias vont s'intéresser d'abord à ce qui relève d'une rupture de la normalité. Bon. Un avion qui atterrit, en 2015, il y a eu un accident d'avion spectaculaire en France à la Germanwings, et je me souviens d'un communiqué d'Airbus qui disait il y a un Airbus qui atterrit toutes les 2 secondes. Effectivement, on ne fait pas un communiqué là-dessus. En revanche, un crash d'un avion commercial en France, ça fait la une, ça fait une édition spéciale. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où on s'intéresse qu'aux ruptures de la normalité, ça donne déjà une image faussée de ce qu'est la normalité, de facto. Et puis, on va rajouter d'autres biais. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Par exemple, le biais de généralisation. On l'a vu avec les accidents de train en Espagne, là, où j'entendais une journaliste qui disait la loi des séries. Bon, ça n'existe pas, la loi des séries. C'est-à-dire le fait qu'on prenne un exemple et qu'on en tire des conclusions générales sur telle ou telle tendance. Et tout ceci aboutit, au regard de différentes expériences, au fait que plus on regarde, par exemple, la télévision, et plus on a tendance à croire que ce que l'on voit à la télévision correspond à la réalité. Bon. Or, on a bien montré aussi par différentes expériences que plus on regarde la télévision, ce sont des expériences anciennes mais qui ont été reproduites à plusieurs reprises dans différents pays, et plus on a tendance à penser que le monde est dangereux. D'ailleurs, on appelle ça le grand méchant monde, avec vraiment le sentiment que si on sort dans la rue, on va être agressé. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis juste que la perception que l'on a peut être déconnectée de la réalité. On y reviendra tout à l'heure. Alors, bien évidemment, il y a d'autres, je vais passer un peu plus vite sur les autres filtres. Les réseaux sociaux numériques en font partie, bien évidemment. Là, je peux en témoigner à titre personnel, mais effectivement, si vous devez avoir un engagement, comme on le dit, c'est-à-dire des réactions de la part des autres personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux, il ne faut pas mettre des informations sérieuses, il ne faut pas mettre des informations fiables, il ne faut pas nécessairement mettre des informations vraies, quelquefois, et ne pas mettre des informations qui ne sont pas polémiques. Moi, vous parliez de l'Observatoire du positif, j'ai arrêté au début du mois de février, ça faisait pendant 4 ans et demi, je mettais une information positive par jour, tous les jours. J'ai arrêté début février. Non pas qu'il n'y a plus d'informations positives, mais bon, à un moment donné, ça n'intéressait plus personne. Effectivement, si c'était faux, on sait très bien qu'une information fausse se diffuse beaucoup plus vite qu'une information vraie sur les réseaux sociaux, en particulier sur X. Une information polémique, une information trash, une information où on attaque quelqu'un ad hominem, etc., ça fonctionne davantage. Bon, on le sait, les algorithmes de recommandation vont mettre en avant des informations qui vont générer une réaction émotionnelle, en particulier d'indignation, de colère, de peur, de dégoût, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment, ça n'est pas nécessairement le meilleur moyen de s'informer. 2, il y a une partie de la population qui ne s'informe plus via des médias classiques, qui s'informe d'abord via les réseaux sociaux. Il faut le savoir aussi. Alors, 3e élément,
sur lequel j'attire votre attention, c'est ce que j'appelle les militants du négatif. Bon. Alors, ce n'est pas quelque chose à charge contre ces militants, mais qui sont-ils déjà? Pour moi, ce sont par exemple des syndicats, y compris d'employeurs. Vous parlez d'agriculture, les syndicats agricoles, quels qu'ils soient, en font partie, des associations, des ONG, des partis politiques, des experts, des consultants, des groupes d'intérêt. On peut même mettre quelquefois des gouvernants, des dirigeants politiques. Pourquoi militants du négatif? Tout simplement, on est dans une surabondance d'informations. Et si on va attirer l'attention d'une manière ou d'une autre, et du public, et des médias, voire des pouvoirs publics, on est plus ou moins contraint, une sorte d'effet de système, à dramatiser les situations, à se montrer alarmiste. Et on le voit bien, prenons un cas froid. Vous publiez une étude scientifique sur tel ou tel sujet autour du climat ou autour de la démocratie. Effectivement, vous allez plutôt mettre en avant le pire des scénarios et le journaliste qui va traiter de l'article va principalement parler du pire des scénarios dans l'article et la rédaction va mettre comme titre le pire des scénarios pour attirer l'attention du public. Et effectivement, on est dans ce schéma. Si vous êtes une ONG et que vous avez besoin de donateurs, effectivement, vous n'allez pas dire tout va bien, vous allez plutôt mettre l'accent sur, à juste titre, sur les conflits, sur les horreurs qui se produisent dans le monde, pour générer de la réaction du côté des donateurs potentiels. Bon. On est tous dans cette logique-là, moi compris. Si vous êtes consultant, vous allez voir une entreprise, vous dites, bon, ça va. Ils vont vous dire, bon, ben, au revoir. Si vous dites, ouh là là, il y a des vulnérabilités, là, il y a des menaces, il y a des dangers. Bon, ben là, vous allez peut-être avoir un contrat. Donc, on est tous prisonniers de ça. Donc, ce n'est pas nécessairement militantisme au sens strict du terme. On est dans cette logique-là. Certains vont qualifier ça de pédagogie de la catastrophe, d'autres d'ingénieurs du chaos pour, de chaque côté du champ politique. Mais on est dans cette logique de surenchère, de prendre à témoin le public de situations scandaleuses ou de situations inquiétantes quand un président de la République intervient pour dire il y a une menace de guerre du côté russe ou on va faire la guerre au Covid, on est à peu près dans la même logique. On est dans la même logique. C'est-à-dire générer une réaction de la part du public qui peut être toujours une réaction de type émotionnel. Et tout ceci fait écho au fonctionnement du petit truc qu'on a dans notre tête, à savoir ce cerveau, parce qu'on sait très bien que notre cerveau est spontanément, pour des raisons de sélection naturelle, d'évolution des espèces, est spontanément attiré par ce qui est négatif, d'une manière ou d'une autre. Pour des raisons très simples. Nos ancêtres, lorsqu'ils devaient interpréter très rapidement une menace, ils entendaient des bruits de feuilles, c'était peut-être un prédateur qui allait leur sauter dessus. Leur cerveau était programmé pour ça. Voir un joli coucher de soleil ou une fleur, ça ne servait à rien pour l'évolution de l'espèce, ni à titre individuel, ni à titre collectif. Bon. Et donc, on est plutôt programmé à ça. Et les psychologues vous expliquent, suite à des multiplications d'expériences, qu'il y a ce qu'ils appellent le pouvoir du négatif. Le fait si vous perdez de l'argent, vous allez être plus affecté que si vous en trouvez. Vous en gagnez. Si vous perdez des amis, vous allez être plus affecté que a fortiori le jour de la Saint-Valentin, si quelqu'un vous quitte, vous allez être plus affecté que si vous rencontrez quelqu'un. C'est comme ça se passe comme ça avec notre cerveau. Et donc, c'est entre les médias et ces différents acteurs qui mettent l'accent sur un côté alarmiste et notre cerveau, on ne sait pas où est la poule, où est l'œuf. Parce qu'effectivement, je l'ai témoigné tout à l'heure avec mes petites informations positives, ça n'intéressait personne. Donc, on est dans ce schéma et effectivement, j'y reviendrai sans doute dans les échanges, mais le moyen de reprendre le contrôle, c'est d'essayer de mieux s'informer. Alors, mieux s'informer, c'est effectivement déjà de gérer le temps. On parle du temps d'écran, notamment pour les jeunes, mais je pense que pour les
les moins jeunes, c'est le cas aussi, et notamment le temps que l'on consacre à l'information. Je fais l'inverse de ce que je dis, hein. Moi, je me lève, je regarde toutes les horreurs du monde, et avant de me coucher, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, le doom scrolling, donc on scrolle comme des fous pour voir quelle va être l'information encore plus anxiogène les unes que les autres. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui doivent nous amener à mieux nous informer. Et j'insisterai sur un aspect, c'est qu'il y a une fausse idée que l'on se fait de l'information, c'est que l'information, c'est forcément négatif. Non. Moi, pour produire mes informations positives, je baignais dans des informations positives. J'en étais au point où j'en sélectionnais 1 sur 10. C'est-à-dire qu'il y a une abondance d'informations positives. Sauf qu'il faut faire un petit effort. Elles ne vont pas venir spontanément. Celles qui viennent spontanément à nous, ce sont plutôt les informations négatives. Alors, le deuxième aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que tout ça nous amène à avoir une vision souvent faussée de la réalité. Et ce n'est pas uniquement une impression, c'est aussi différentes expériences qui ont pu être menées ou différentes enquêtes qui ont pu être menées qui nous montrent que notre perception de la réalité présente et a fortiori de la réalité passée est, je dirais, malheureusement faussée, ce qui paraît à peu près logique. Je vais juste prendre cet exemple qui est assez symptomatique pour vous montrer effectivement une chose. Donc, votre cerveau a déjà est déjà un petit peu non pas en panique, mais un petit peu. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que effectivement, il y a un piège, que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une table qui est peut-être pas aussi, enfin pas plus grande l'une que l'autre, mais en même temps, vos yeux vous disent, oui, il y a quand même une table qui paraît plus grande que l'autre. Bon. Et alors, la réalité, c'est qu'elles sont de même taille. Bon. Il y a d'autres exemples, voilà, ça en fait partie. Et je trouve ça intéressant parce que là, on n'est pas sur l'actualité, on n'est pas sur des connaissances, mais en gros, c'est juste pour vous montrer que ce que l'on voit ne correspond peut-être pas à la réalité, tout simplement. Même si notre cerveau, parce que moi comme vous, on se dit, oui, bon, ok, elles sont équivalentes. Enfin, il y en a une quand même qui paraît quand même un peu plus grande que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est tous prisonniers de ça. Et les spécialistes qui font ce genre d'expérience vous disent, et l'œil est l'un des organes les plus sophistiqués. C'est-à-dire que, et donc les illusions d'optique nous montrent que même avec un organe particulièrement sophistiqué, on se fait avoir. Bon. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut un peu se méfier, non pas de nous-mêmes, mais de notre cerveau et de nos différents sens. Et effectivement, un certain nombre d'enquêtes, je vais vous montrer des exemples. Il y a une enquête, moi, que j'aime beaucoup. On en parle très peu pour une raison assez évidente, c'est qu'on va très vite passer pour un affreux élitiste et quelqu'un qui va mépriser le public. Mais en gros, ce sont des enquêtes qui n'interrogent pas les gens sur leur avis sur tel ou tel sujet, mais sur leur connaissance. Bon. Et là, effectivement, c'est assez abyssal. En prenons donc c'est une enquête qui s'appelle les périls de la perception. C'est fait dans une trentaine de pays par Ipsos. C'est très sérieux. Et donc, un exemple très concret, on demande aux gens non pas leur avis sur un sujet, on leur dit quelle est la part des musulmans en France. Bon, je vous ai mis différentes options. Le chiffre réel, c'est à peu près, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Je ne vais pas laisser un suspense. En moyenne, les gens pensent qu'il y a 28% de musulmans en France. Bon. Alors vous allez me dire, bon, c'est un truc français. Bon, c'est exactement la même chose dans tous les autres pays mentionnés. Vous allez me dire, bon, c'est un truc peut-être de pays occidentaux. Vous posez la question sur les chrétiens en Turquie, vous avez les mêmes ordres de grandeur. Bon.
Vous pouvez multiplier les exemples. Alors, il y a la part des migrants dans la population, la part de richesse détenue par les 1%, l'évolution de la criminalité. Il y a une foultitude de sujets qui montrent que, en fait, la perception que l'on a communément de la réalité est largement déconnectée de cette réalité. Mais souvent, et dans la plupart des cas, on a une perception beaucoup plus sombre de la réalité que ce qu'elle est en l'occurrence. Bon. Et juste pour... encore une fois, c'est difficile de l'exprimer publiquement parce qu'on va passer pour quelqu'un qui explique, pour un sachant qui explique que les non-sachants n'y connaissent rien. Ce n'est pas du tout mon propos. Vous avez l'ARCOM qui a fait cette étude en 2024. Il y avait une petite question que j'ai extrait de cette enquête sur l'information des Français. Vous connaissez l'ARCOM, c'est sérieux. Et ils ont posé 4 questions sur l'actualité. Je vais passer très vite sur les questions, mais il y avait qui était à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Enfin, vous le voyez, la fin du mandat de Macron, des questions un peu plus compliquées sur le Premier ministre anglais, ce n'était pas le plus connu à l'époque, et sur l'inflation. Bon. Et là, la même chose, la part des personnes interrogées, donc un échantillon représentatif de 1000 personnes, qui ont trouvé les 4 bonnes réponses, c'est seulement 10%. Il y a seulement 10% de la population qui est capable de trouver les bonnes réponses. Donc, sur quelques 1000 personnes, vous avez seulement 100 personnes. Moi, je ne jette pas du tout la pierre aux personnes qui ne disent pas c'est normal. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas compétent. C'est normal de ne pas avoir des connaissances sur tous les sujets. Mais effectivement, ça a un impact aussi sur notre perception, notamment des sujets lorsqu'ils sont débattus d'un point de vue politique et sur les votes. Ça veut dire effectivement, et je veux insister là-dessus, voilà, c'est le dernier point. Je suis parti de cette enquête pour faire le livre dont il est question aujourd'hui. Je vais vous expliquer parce que ce n'est pas très, très visible. Donc, c'est toujours Ipsos, c'est une autre enquête qui a soumis ces différents thèmes. Il y a plusieurs affirmations sur la situation des États-Unis. Il y a des affirmations qui sont vraies, il y a des affirmations qui sont fausses. Si vous suivez Fox News, si vous êtes un électeur de Trump, vous vous trompez systématiquement. Et non pas parce que vous êtes bête, mais parce que votre perception de la situation est totalement déconnectée de la réalité. Aux États-Unis, depuis 2020, par exemple, il y a une déconnexion totale entre la perception que les gens ont de l'économie et la situation de l'économie. La situation de l'économie n'était pas... Alors, il y a eu la question de l'inflation, mais la situation de l'économie n'était pas un effondrement. Et les gens avaient une perception équivalente à celle de la crise de 2009. Donc, il y a cette déconnexion qui existe. Et quand j'ai vu ce résultat, effectivement, je me suis dit, en fait, Trump a été réélu sur la base de ces perceptions erronées. Et donc, avec tous ces filtres, parce que Fox News en est un, qui ont joué un rôle et qui ont montré une situation beaucoup plus sombre dans la réalité. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons d'être pessimiste, je les ai mentionnées tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a un écart important entre la réalité objective et la perception qu'en ont un certain nombre de personnes qui en tirent des conclusions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver un certain nombre de réducteurs d'angoisse et d'incertitude et de donner les clés à un sauveur. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un sauveur, mais en tout cas, il est perçu comme tel. Donc Donald Trump, en l'occurrence. Et c'est ça qui est particulièrement déstabilisant lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ces sujets. Et puis, il n'y a pas que des perceptions erronées du présent, il y a aussi les perceptions erronées du passé. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus, mais c'est le fameux « c'était mieux avant ». Moi, je suis toujours très, très prudent en la matière pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez un philosophe qui s'appelle Lucien Gerfagnon qui a regardé toutes les citations de ce type-là, un peu nostalgique. Il est remonté il y a 30 siècles. Donc, ça fait 30 siècles qu'on considère que c'était mieux avant. Peut-être que c'était mieux avant les 30 siècles, on ne sait pas. On peut voir. Mais en gros, le c'était mieux avant, il n'y a plus de respect, les jeunes, c'est plus ça. Socrate le disait déjà durant la Grèce antique. Bon.
Donc ça ne veut pas dire que c'est mieux maintenant, c'est pas ça, mais effectivement, il y a une enquête très intéressante de l'Observatoire du bien-être où on demandait aux gens si vous deviez choisir une période dans le passé, vous choisiriez laquelle? En moyenne, les gens choisissaient leur période de leurs 20 ans. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon. Donc, ce n'est pas nécessairement très, très objectif. On est plus dans l'émotion que dans le fait de choisir telle ou telle période parce qu'il y avait des taux de croissance, parce qu'il y avait, je ne sais pas, telle ou telle majorité politique. On en est loin. Il y a un autre élément également, ça a été mis en évidence par des psychologues qui montrent que, en fait, notre mémoire du passé est un petit peu défaillante. On appelle ça même en anglais le rosy view, c'est-à-dire qu'en gros, on a une sorte de biais positif par rapport au passé, on reconstruit un peu le passé en élagant en oubliant un petit peu ce qui n'allait pas. Et comme on a un biais négatif par rapport au présent, donc on a une vision rosy du passé et une vision noircie du présent. Donc on a une vision effectivement assez faiblement exacte de ce qu'était le passé, d'autant que les deux derniers éléments sur lesquels j'attire votre attention, c'est que en fait les progrès sont invisibles. On ne s'en rend pas compte, mais les progrès sont difficilement visibles. Alors, ils peuvent être spectaculaires, mais c'est assez rare. Et ce qui nous amène à oublier largement à quoi ressemblait le monde d'avant. Pour le livre précédent, j'avais regardé juste des statistiques très simples sur la part des logements qui n'avaient pas de toilettes ou de salle d'eau au sein des logements. Lorsque je suis né, je ne vais pas vous donner la date, mais à la fin des années 60, la majorité des logements n'avaient pas de... Bon. Et aujourd'hui, c'est 0,9%. Donc, c'est quasiment rien. Personne ne se réjouit de ça. Rentrant dans sa salle de bain en se disant... bon, non, on considère que c'est normal. Et toutes les études qui ont montré, par exemple, que effectivement, si on rêve, je sais pas, d'une nouvelle voiture, etc., ça nous fait rêver la nuit. Un jour, on l'a et on se dit, bon, ok, on va rêver d'autre chose. C'est la base de la société de consommation. Et en l'occurrence, on oublie comment le monde était avant. Et c'est pour ça que quand mes étudiants rêvent des années 80, je leur explique ce que c'était les années 80. C'était pas nécessairement mieux. En tant que tel, c'était autre chose. Et puis le dernier élément, c'est ce que on appelle quelquefois le paradoxe de Tocqueville, à savoir Alexis de Tocqueville en l'occurrence, à savoir le fait que plus les sociétés se développent, plus les exigences au sein de ces sociétés se développent, et donc de facto, plus ce qui ne correspond pas à ces exigences va être mal vécu, et donc plus les frustrations se développent. C'est ça le paradoxe. Ça fait référence effectivement à cette idée très tocquevillienne sur laquelle, effectivement, dans les sociétés où les inégalités sont abyssales, finalement, ça ne choque pas parce qu'on est habitué à ça, et plus les sociétés deviennent inégalitaires et plus le reste des inégalités devient largement insupportable. Donc, c'est ça ce paradoxe. Et donc, tout ça fait que notre vision du passé est très largement faussée. Je n'en tire pas de la conclusion que c'était mieux avant ou que ça n'était pas mieux avant. Il y a des choses pour lesquelles c'était mieux avant, par exemple la musique des années 80, mais ça, c'est mon point de vue personnel, que vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de le partager. Non, mais vous voyez, c'est une dimension purement subjective. Alors, comment on fait effectivement là pour essayer de reprendre le contrôle? Moi, j'inciterais à déjà essayer d'élargir son regard. Bon. Parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi des évolutions positives. Et je reprends une phrase du créateur d'un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Our World in Data, qui est spécialisé sur des données que je trouve extrêmement intéressant. Lui dit, il avait une phrase que je trouve très, très intéressante. Il dit le monde est horrible, mais le monde va mieux aussi. Et il pourrait aller encore mieux. Et je pense qu'il y a ces différents éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, par beaucoup d'aspects, je l'ai dit au préalable,
la situation est dramatique. Mais par d'autres aspects, cela a été dit tout à l'heure, sur l'évolution de la pauvreté, sur l'évolution de l'état de santé dans le monde, de l'espérance de vie, de l'accès à l'éducation, y compris en matière de sécurité, les choses vont mieux. Et les choses pourraient aller encore mieux, effectivement, quand on regarde un certain nombre de découvertes scientifiques, de percées médicales, d'initiatives qui sont prises ça et là. Donc, la réalité est complexe. Et en l'occurrence, on ne peut pas dire que soit le monde va mieux, soit le monde va de plus en plus mal. Et pour terminer, le troisième élément sur lequel je voulais amener votre regard, c'est effectivement qu'au-delà de ces prises de conscience sur le fait que on est exposé collectivement à des informations négatives, que cela nous amène à avoir une perception largement erronée de la réalité, le seul moyen que l'on ait d'essayer de reprendre les choses en main d'une manière ou d'une autre, c'est de passer à l'action à notre niveau. C'est ce que vous faites à travers le GREP, par exemple. Et de regarder notamment, j'ai fait référence aux trucs qui marchent, je vais vous expliquer ce à quoi je fais référence, et puis à ceux qui l'ont fait déjà. Parce que la difficulté, honnêtement, moi j'essaie de développer des visions positives, mais très souvent, j'ai l'impression que ça ne prend pas en fait. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un petit peu comme par rapport au dérèglement climatique, les gens se disent c'est bien cette innovation sur le cancer, mais quoi qu'il en soit, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour ici, ça sera peut-être pour les États-Unis. De toute façon, ça sera pas pour moi parce que ça sera cher, etc., etc. Et donc toutes les informations, même chose sur la mortalité infantile, etc. Les gens disent c'est très bien, mais ça change quoi à ma vie? Et c'est pour ça que je pense que c'est important de voir aussi, de façon très très concrète, un certain nombre d'individus qui, dès aujourd'hui, font des choses, essaient de régler des problèmes, essaient de trouver des solutions simples, concrètes, tout en tenant compte de contraintes, à des problèmes qui se posent. Et puis, effectivement, ces trucs qui marchent, ça fait référence à quoi? Ça fait référence tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez, j'adore cette structure qui existe depuis 2022, qui s'appelle la Fédération française des trucs qui marchent. C'est tout bête. Ils vont dans les mairies, dans les municipalités, ils regardent quelles sont les initiatives qui ont pu être prises à l'échelle locale. Il y en a une foultitude et ils s'aperçoivent que telle initiative fonctionne et qu'elle est duplicable. Et donc, ils la mettent en avant et ça fait partie des trucs qui marchent. Et il y en a énormément. Des initiatives prises par des élus locaux, mais aussi par des associations, par des petites entreprises, par différents acteurs qui, en France ou ailleurs, j'ai essayé de les mettre en avant dans le livre que j'ai consacré à la France, essaient de régler des problèmes. Je vais vous donner juste deux exemples là. Il y a un exemple tout bête, celui du haut. C'est une femme. En plus, à la base, c'était très dramatique. Son mari a été assassiné. Elle était au Cameroun. Elle s'appelle Marie-Alix de Putter. Et elle était enceinte. Et pour améliorer son travail de deuil, d'une manière ou d'une autre, elle allait voir souvent sa coiffeuse. Bon. En Afrique, les problèmes de santé mentale, vous imaginez bien, un, ils existent, et deux, ils sont assez peu traités. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une structure qui forme les coiffeurs et les coiffeuses, surtout, à, je dirais, des premiers secours en matière de santé mentale. C'est tout bête. Et ça fonctionne dans plusieurs pays. Voilà, un problème, une solution. Parce qu'on nous met dans la tête que la solution, c'est technologique, c'est la Silicon Valley, c'est des investissements qui ont des gigantesques, et c'est de l'intelligence artificielle. Là, c'est de l'intelligence humaine, basique. Effectivement, les gens parlent à leur coiffeuse, leur font confiance, et il suffisait de penser à ce que
elles soient mieux formées en matière de santé mentale pour identifier les difficultés. Et l'autre, alors vous allez penser que je suis un petit peu obsédé par les coiffeurs et les coiffeuses, mais l'autre exemple que j'adore, c'est celui des coiffeurs justes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coiffeur français qui s'appelle Thierry Gras du Var, qui a pris conscience de plusieurs choses. Un, le métier de coiffeur n'est pas nécessairement valorisé socialement. Deux, ils ont beaucoup de déchets et les déchets principaux sont les cheveux. Bon. Trois, le cheveu a plein d'avantages. C'est qu'il absorbe les liquides. Bon. Et donc, il a décidé de récupérer beaucoup de cheveux, d'en faire je ne sais plus comment on appelle ça, comme des bananes, pour les mettre dans des pores et dans des zones pour absorber les liquides. Et notamment les liquides pétroliers ou du kérosène. Et il va, alors en plus, je ne sais plus comment on appelle, ces objets sont faits par des personnes en insertion sociale. Et en plus, après, vous pouvez récupérer les cheveux pour en faire autre chose. Les cheveux sont des isolants. Et vous pouvez même récupérer le pétrole que vous avez. Je trouve ça génial. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est pas la Silicon Valley, encore une fois. C'est pas Peter Thiel qui fait ça. Hein. C'est pas Elon Musk. Il y en a une multitude. Vous avez le papier hygiénique fait à base de couches recyclées. Voilà, il fallait y penser. Là, c'est à droite, c'est effectivement un créateur de mode qui a fait un vêtement qui se transforme pour les sans-abri, les personnes sans-abri, en lieu pour dormir la nuit. Et j'aime beaucoup aussi le sac en bas à gauche. C'est en Tanzanie. Donc, c'est un sac qui contient une lampe solaire qui donc va accumuler la journée de l'énergie solaire pour pouvoir permettre aux enfants de travailler le soir, parce que la lampe à pétrole, c'est un peu dangereux en Afrique. Et en plus, les sacs sont des sacs recyclés avec des sacs de ciment qu'ils ont récupérés sur les chantiers. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Il y en a des millions comme ça. Il y en a des millions comme ça. Et effectivement, moi, je pense que c'est vraiment la base pour essayer de se dire on va se retrousser les manches et essayer de trouver des solutions concrètes. Moi, à chaque fois que je vais quelque part en France, on me parle d'associations, de personnes qui prennent des initiatives et qui essaient de régler concrètement les problèmes parce qu'ils ne pensent plus que les problèmes vont être réglés d'en haut, ni du côté du gouvernement, ni du côté d'en haut. Et donc, c'est ça qui me semble être une piste intéressante à un moment donné d'agir en s'inspirant de ces différentes initiatives. Et pour conclure, parce que je vois que l'heure est achevée, moi, je me refuse personnellement à avoir un point de vue optimiste ou pessimiste sur le monde. Je vous l'ai dit, je ne m'intéresse pas de savoir si le monde va de plus en plus mal ou de mieux en mieux. Pour moi, ce n'est pas la question. La bonne question à se poser, c'est quelle posture on doit avoir dans ce monde-là. Et je trouve que la posture qui me paraît la plus appropriée, ça n'engage que moi, mais c'est une posture que je qualifie justement de réaliste solutionniste, c'est affreux, mais à savoir effectivement de partir de la réalité telle qu'elle est, sans déni, mais sans catastrophisme pour autant, et d'essayer d'identifier ou de trouver des solutions concrètes à un échelon local, mais aussi à un échelon global. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et deux exemples pour terminer. Effectivement, quand on regarde les spécialistes de la science de la communication du climat, c'est exactement ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire que si vous mettez l'accent que sur les aspects les plus effrayants sur les perspectives en matière climatique, les gens vont dire il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Je vais aller à Dubaï avec mon jet. Je vais continuer à vivre comme je vivais jusqu'à présent. Donc, ce qui fonctionne, c'est effectivement d'amener les individus à prendre conscience de la réalité,
sans déni, mais à leur dire, c'est pas foutu. Il y a encore des choses à faire, mais il faut les faire. Il faut se jeter dans l'action d'ores et déjà. Et le dernier point, pour moi, l'un des maîtres en la matière, vous allez trouver ça un peu étrange, mais c'est le discours de Churchill en 1940. Le discours de Churchill, vous le connaissez sur le sang, la sueur et les larmes. Regardez la fin du discours. Parce qu'il dit, en gros, la situation est gravissime. Il part d'une vision de la réalité sans déni, mais sans catastrophisme, en disant, on n'a pas le choix. Le seul choix que l'on ait, c'est de gagner. Et à la fin, il dit, mais moi, je vais y aller avec enthousiasme et espoir. Bon. Et je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut faire face à tous les défis, j'ai essayé de les lister tout à l'heure, il y en a d'autres qui sont absolument immenses et qui arrivent tous en même temps. Il faut effectivement regarder la réalité telle qu'elle est et se dire que, quoi qu'il en soit, il va falloir à minima penser qu'il y a une solution. Sinon, on va donner les clés à un tel ou à une telle et s'y mettre. Voilà. Voilà mon message. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous nous avez rassurés ou catastrophés. C'est l'heure des questions. Et donc, la parole est à qui la souhaite. Merci beaucoup. C'est vrai que la première partie était plutôt pessimiste, mais bon, la fin va peut-être laisser une lueur d'espoir. Vous avez parlé d'évitement informationnel, de l'impact que ça pourra avoir sur les gens qui votent. Mais est-ce que les gens qui ne votent pas ne sont pas aussi ceux qui évitent tout type d'information? La deuxième remarque que je fais, c'est que vous dressez un panorama absolument épouvantable du système médiatique, puisque en partant de l'analyse scientifique du fonctionnement de notre cerveau et de notre intérêt plutôt pour ce qui est négatif que pour ce qui est positif, eh bien, on utilise ce biais pour faire de l'audience dans tous les systèmes possibles et imaginables. Donc, comment peut-on avoir confiance dans quelque système d'information que ce soit et dans quelques médias que ce soit? Et de fait, comment peut-on échapper à l'évitement informationnel? Bon, juste pour info, vous parlez des choses positives. Moi, je suis une auditrice de France Inter, comme une grande partie des Français, puisque c'est la première radio de France. À midi, il y a une émission qui est délicieuse, à midi et demi, qui s'appelle Carnet de campagne et qui parle de toutes les initiatives positives qui existent dans toutes les régions, dans tous les départements et partout, et qui souvent contredisent ce que vous dites en matière d'attrait pour la négativité, parce que chaque fois qu'ils donnent les coordonnées d'entreprise à un endroit ou à un autre, leur site explose avec des demandes de toute nature et qui s'inscrivent dans cette recherche de positif qui, de mon point de vue, est peut-être ce sur quoi on doit insister. Vous avez 2 heures. Oui. Alors, sur les médias, encore une fois, moi, je ne jette pas la pierre aux médias en tant que tels. Il y a un effet de système qui fait que, et on cite toujours le même exemple où un média russe, pas nécessairement un symbole positif, mais avait décidé de mettre que des informations positives et ça a été catastrophique. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui... J'avais fait une intervention sur ces sujets-là, sur France Inter, c'était assez drôle, parce que très souvent, les journalistes disent « Oui, c'est vrai, vous avez raison. » Et puis après, je pars et après, il y a l'annonce d'un décès, d'un accident. Bon, voilà. Il y a un effet de système. Il n'empêche que ils le savent, ils s'en rendent compte. Et il y a aussi des efforts qui sont faits en matière de journalisme de solutions, par exemple. Vous y avez fait référence. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas de s'en tenir qu'au constat sur la dégradation de telle ou telle situation, mais de voir aussi qu'il y a des initiatives qui sont prises pour essayer de les résoudre. Donc ça, on parle aussi de journalisme constructif. Donc c'est quelque chose, des enquêtes avaient été menées là-dessus qui montrent que
dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias, c'est peut-être un facteur qui peut amener à reconnecter une partie de leur audience. Après, il faut voir, et là c'est plutôt la première partie de votre intervention, qu'aujourd'hui, il y a un éclatement du rapport de la population à l'information. C'est-à-dire que vous avez effectivement des personnes qui, en gros, je vais être un peu caricatural, mais qui sont plutôt des diplômés de l'enseignement supérieur et qui vont écouter France Inter. Mais vous avez des personnes qui ne font plus du tout confiance à tous les médias, quels qu'ils soient, médias classiques, qui vont s'informer via des réseaux sociaux ou des médias dits alternatifs. Souvent complotistes ou avec des fake news. Et puis, vous avez des personnes qui ne s'informent plus. Et là, ce sont souvent des personnes qui sont en situation plutôt de fragilité d'un point de vue social. C'est un facteur aussi d'intégration à la société. Ce sont des personnes qui ne vont pas nécessairement voter, ou quand elles vont voter pour des mouvements extrêmes ou alternatifs. Donc, il n'y a pas nécessairement de tendance générale en la matière. Et la question que doivent peut-être se poser les médias, c'est comment on fait pour arrimer à nouveau ces individus qui sont en situation de défiance par rapport. Moi, j'ai connu la période, puisque j'ai commenté sur une chaîne d'information continue le mouvement des Gilets jaunes, et cette chaîne était honnie par les Gilets jaunes. Et effectivement, la source d'information principale jugée la plus crédible par les Gilets jaunes, c'était RT. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Russia Today. Bon, voilà. Donc, pour moi, je ne montre pas du doigt les Gilets jaunes. Je dis juste qu'il y avait une telle défiance vis-à-vis des médias français qu'ils considéraient qu'un média russe pouvait être plus crédible. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Je pense que les médias sont conscients de tout ça. Je ne suis pas certain que les réponses qu'ils apportent, c'est-à-dire souvent de faire plus de débats trash, plus d'opinions, ce soit le meilleur moyen d'avoir de l'audience ou d'intéresser un public à ce qu'ils font. Mais il y a un vrai sujet, et la situation de la défiance vis-à-vis des médias. Et quand vous regardez les enquêtes, notamment du CEVIPOF, les médias avec les partis politiques, c'est ce qui suscite le plus de défiance en général. Merci. Je rappelle que nous pouvons également avoir des questions par la partie de l'audience qui est à distance. Hein. Mais là, il y a une question locale. Oui, vous avez parlé beaucoup de pessimisme et d'optimisme par rapport au passé et par rapport au présent. Moi, je pense que ce n'est pas forcément pour moi le plus important, c'est par rapport à l'avenir que c'est le plus important. Parce que si vous avez, quel que soit ce que vous pensez par rapport au passé, au présent, ça n'a pas forcément énormément d'impact par rapport à l'avenir. Et le risque le plus grand pour moi, c'est que les gens ne croient plus à l'avenir. C'est-à-dire, ils baissent les bras et ils disent, de toute façon, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à se retirer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette distinction à faire qui est ce que faisait Gramsci entre le pessimisme de l'analyse, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, ou l'optimisme par rapport à l'action. Et donc, par exemple moi, j'ai toujours demandé comment j'aurais réagi quand on était en 1940. Oui, je parlais du discours de Churchill. Quand on était en 40-41, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bon, il y a énormément de gens qui étaient pessimistes à l'époque. Les seuls qui étaient optimistes, c'est peut-être les gens d'extrême droite ou les profiteurs de guerre. Et c'est tout, quoi. Et donc, quand même, les gens ont réussi à se réunir, quelles que soient leurs opinions politiques, les royalistes, les républicains de droite, les républicains de gauche, les socialistes, les communistes, pour se battre ensemble pour libérer la France de l'Allemagne nazie. Donc, il y a quand même un effort
ils y croyaient d'une certaine façon, quelle que soit leur analyse par rapport au passé. Et c'est pas un hasard si j'ai terminé par Churchill, hein, parce qu'effectivement, je me souviens de la une de Time Magazine en 2020, où il disait on avait vécu la pire année de l'histoire. Et j'avais un cours là-dessus et je revenais sur différentes dates, y compris des dates qui n'étaient pas très très anciennes. Effectivement, 1942, c'était peut-être pas non plus une très très bonne année par rapport à 2020, c'était autre chose. 1994, par exemple, le génocide au Rwanda, la guerre en Algérie, la guerre en Bosnie, c'était pas top non plus. Et c'est pas si vieux que ça. Donc, mais je vous suis totalement sur la notion de crise du futur. Et on le voit concrètement aujourd'hui avec la chute de la démographie. A priori, il y a des facteurs économiques qui expliquent qu'effectivement, il y a un coût par rapport au fait d'avoir des enfants. Sans doute qu'il y a préoccupation écologiste chez certains en disant le coût d'un enfant occidental, l'impact carbone, que sais-je. Mais effectivement, je pense qu'on a une incapacité à se projeter individuellement pour certains et collectivement à un horizon lointain. Il y a une initiative, vous l'avez peut-être vu, il y a une dizaine de jours sur France 2 que je trouvais intéressante. C'était un documentaire qui s'appelait Il était une fois demain, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était assez intéressant parce qu'il montrait la France en 2100 avec les effets du dérèglement climatique, mais pas nécessairement avec une tonalité effrayante. En disant, voilà, il y a des impacts qui ont pu être dramatiques, mais on a réussi à s'adapter. Voilà à quoi ressemble la France en 2100. Et c'est très rare, ce genre de prospective, parce qu'effectivement, en la matière, on est plutôt dans la dystopie que dans une utopie un peu optimiste. Oui, bonjour. Ça marche? Oui. Oui, sauf que je reprends ce que vous dites et ce que Gérard vient de dire. Là, on n'est plus dans le même courage, entre guillemets, par rapport à l'avenir, parce qu'il y a il y a un élément qui s'ajoute, c'est que ça ne dépend plus de nous. La guerre, c'est très bien, c'est pas comme en 40. Si vous avez un missile russe qui vous tombe sur la tête, ça dépend de finances des gouvernements, pas de nous. Ça dépend de l'armement, pas de nous. Ça dépend de beaucoup de choses. Et le courage, il dépend de ceux qui nous gouvernent. Et ceux qui nous gouvernent, on voit qu'il y a quand même un grand problème par rapport à eux actuellement. Vous parliez de Trump, Poutine, etc. Donc l'angoisse, elle peut être aussi pas aussi. Avant, en 40, c'était un peu différent. Même non, parce que ça pouvait, les résistants pouvaient résister. Est-ce qu'on peut résister aujourd'hui, même sur le climat? Enfin bon, c'est pas que je sois pessimiste, mais il y a quand même un argument en plus. Je vous suis si tu étais pessimiste, oui. Je vous suis sur le fait, effectivement, que ce qui relève de notre maîtrise est faible. Je ne suis pas certain qu'en 40, on était aussi dans la maîtrise, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, ça n'est pas ce que vous dites, mais je pense que parce qu'il y a toujours un petit peu cette petite musique, encore une fois, ce n'est pas du tout votre propos, qui consiste à dire on est devenu moins courageux. Non, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas votre propos. On n'en sait rien, en fait. C'est face à l'adversité que... rappelez-vous, au début de la pandémie, ce qu'on entendait, c'était assez fascinant. On disait les Français ne vont pas du tout respecter les règles, la distance sociale, les masques.
c'est la porte-parole du gouvernement qui disait qu'on n'avait pas besoin de masques, alors que les Français voulaient les masques. Ensuite, c'est les Français qui voulaient un nouveau confinement. Le gouvernement a dit non, on va pas. Et rappelez-vous, sur les vaccins, le gouvernement avait mis en place un comité citoyen pour l'acceptation des vaccins. Les gens se sont fait plus vacciner en France qu'en Allemagne. Donc, je pense que face à une situation, il y a effectivement une adaptation que l'on peut supposer. C'est pour ça que je trouvais intéressante intéressant le documentaire de France Télévisions qui disait en gros le message c'était que non pas on va y arriver comme Angela avec les réfugiés, mais on est suffisamment malin pour pouvoir s'adapter à une situation qui sera difficile pour essayer de trouver des moyens de vivre dans ce pays malgré tout. Voilà. Oui, je me planche du côté optimiste. Et à votre liste des trucs qui marchent, j'aimerais que vous ajoutez une autre. Les aveugles dominicains. L'éthanol, le mélange des éthanols avec les méthanols a fait des ravages dans ces pays. Et il y en a beaucoup d'aveugles. Le gouvernement, il ne savait pas quoi faire avec cette population qui vivait de la mendicité, qui vivait dans la famille. Et il y a la coopération allemande qui a identifié ces problèmes. Il s'est rendu compte qu'un aveugle, ils ne voient pas, mais ils savent toucher, ils savent écouter. Alors, ils ont pris un groupe d'aveugles. Ils ont payé le voyage en Allemagne. Et en Allemagne, ils ont été accueillis par un groupe des masseurs professionnels qui voulaient faire quelque chose pour la coopération. Ils les ont pris à masser. Ils sont rentrés en République dominicaine. Et c'est une autre ONG, cette fois-ci dominicaine, qui les a appris les notions élémentaires, un peu comme les coiffeuses dont vous parliez tout à l'heure, des psychologies, quoi. Et bon, maintenant, à Santo Domingo, à Santiago, si on veut passer une soirée agréable, ben on va chez les aveugles. Alors, il y avait les aveugles, il y avait les sourds, a priori. Je ne sais pas si c'était une question, je sais pas si... Non, mais merci pour ce témoignage. Mais effectivement, moi, je crois beaucoup, comme je l'ai dit en conclusion, je ne crois pas aux positifs qui viennent d'en haut non plus. C'est-à-dire, effectivement, une grande compagnie pharmaceutique qui va annoncer un médicament, c'est bien. Mais pour beaucoup de gens, ça reste froid. Ça les laisse froids. En revanche, effectivement, moi, je crois au positif peer-to-peer. Je suis désolé de l'expression, mais c'est-à-dire au positif horizontal, où on s'aperçoit que son voisin a fait un truc qui marche, ou a pris une initiative intéressante, ou que quelqu'un qu'on connaît à côté dans le quartier a fait quelque chose d'intéressant, et ou effectivement ce que vous venez de raconter sur ces aveugles de la République dominicaine qui sont devenus des masseurs, c'est ça je fais le résumé. Donc, et en l'occurrence, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des solutions, deux, que ces solutions ne sont pas uniquement technologiques, et trois, que ces solutions n'impliquent pas une intensité capitalistique d'aller voir des business angels en Californie pour créer sa start-up. Donc pour moi, c'est la meilleure forme d'inspiration pour se dire il y a des choses à faire et je peux le faire. Oui. Oui, j'ai voulu savoir votre avis sur les références de votre intervention. Est-ce qu'il y a des travaux sur lesquels qui ont façonné et influencé votre regard sur tout ce que vous venez de nous dire? Je pense particulièrement à tous les travaux qui ont été menés sur le mensonge dans l'histoire,
d'un côté, et de l'autre côté, les travaux théoriques sur la propagande, notamment, je me réfère à Chomsky. Donc, L'ami d'Epstein. oui, et ces éléments-là sont d'une brûlante actualité. La plus récente, c'est deux faits majeurs. Le fait que Éric Zemmour, en tant que journaliste, et qui glisse vers le politique, et qui nie tous les travaux de genre de Jacques Simelin sur l'implication du gouvernement de Vichy dans le massacre des Juifs, et il a plus de voix d'écho sur les travaux scientifiques. Et dernier point, c'est celui de Jean-Michel Apathy, qui, en tant que journaliste, se réfère à des travaux scientifiques sur le massacre en Algérie, qui évoque des comportements nazis, et on lui dit non, c'est pas vrai. Donc, on l'a mis dehors. Donc, qu'est-ce que vous pensez sur la formation du journalisme? Alors, Éric Zemmour n'est plus journaliste, a priori. Ça n'empêche pas d'avoir été très présent à un moment donné sur une chaîne de télévision. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, une vision, disons, déformée de la réalité et de l'histoire, non seulement est visible, mais en plus a trouvé son public. Parce que sur le fond, ce n'est pas tellement le problème du mensonge ou pas. Sur le fond, on voit bien qu'on est dans une situation de polarisation globale qui nous amène à ne plus être en mesure d'entendre des analyses qui ne confirment pas ce qu'on en a déjà en tête. On en est de moins en moins capable. Et on est dans une sorte de rigidification de la pensée qui fait que, effectivement, si on considère que Vichy, c'était pas si mal que ça, si vous avez même des spécialistes qui vous montrent des documents, vous allez dire oui, mais bon, il y a un conflit d'intérêts. Je me souviens, j'avais été fasciné par ça. Il y avait un dossier sur Arte, sur le protocole de Sage des Sions. Vous voyez ce que c'est? Encore un des grands faux historiques créés par la police du Tsar sur un soi-disant complot juif mondial. Bon. Et il y avait un scientifique russe, un scientifique qui étudiait ça en Russie. Et à la fin du documentaire, il dit je sais que c'est faux, mais quand même c'est fascinant. Et là, c'est vrai que c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'effectivement, on est dans cette logique-là aujourd'hui. On est dans ces bulles de filtre, on est dans cette polarisation. Et moi, je le vois, je m'intéresse un peu, cela a été dit, aux questions agricoles. De part et d'autre, entre le monde écologiste et le monde agricole, vous avez, je me souviens, il y a une étude qui sort sur le fait que la viande rouge n'était peut-être pas aussi mauvaise pour la santé que ça. Bon, tout de suite, le monde élevage a dit, ah bah, vous voyez bien, la science, il faut se référer à la science. Et de l'autre côté, du côté des animalistes, ils disaient, c'est bizarre. C'est la science, mais c'est quand même bizarre. Il doit y avoir un conflit d'intérêts. Bon, on est toujours dans cette logique-là. C'est-à-dire que même la science, aujourd'hui, va être réinterprétée en fonction de nos propres convictions. Et malheureusement, les enquêtes, y compris chez des personnes qui ont un doctorat en sciences aux États-Unis, on leur dit vous avez un doctorat en sciences aux États-Unis, mais vous êtes républicain, ben, ils vont être climato-sceptiques. En gros, quand il s'agit de choisir entre ses croyances et les faits, la science, on choisira malheureusement toujours ses croyances. Je crois qu'il y a encore pas très optimiste. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions. Hein. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites sur la presse. Ça m'a bien éclairé. Et je voulais apporter de l'eau à votre moulin en revenant sur la mythification des années 60.
parce que moi, j'ai grandi dans les années 60 et en tant que femme, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et ensuite, je voudrais donner un exemple parce que j'ai quand même une bonne mémoire. Et je me souviens que sous De Gaulle, alors maintenant, De Gaulle, c'était les années idylliques, mais enfin, bon. Et sous De Gaulle, il y avait une affaire qui ressemblait à l'affaire Epstein. Ça s'appelait les Balais Roses. Et c'était, enfin, le grand organisateur s'appelait André Le Troquer. Et c'était un compagnon de la Libération qui était décoré. Voilà. Je voulais quand même donner des exemples pourquoi vous avez bien raison de poser cette question. Merci pour ce témoignage. Ma question, elle porte sur votre statut d'enseignant et de militant et la politologie comme discipline, une jeune discipline. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la place des sciences du langage et de la philosophie, par exemple phénoménologique, dans les apprentissages que vous avez par rapport à la politologie, sciences du langage, voilà. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique. Vous n'êtes pas un scientifique. Non, je suis pas un scientifique, je suis pas un universitaire. Je m'intéresse à un certain nombre de phénomènes politiques et j'enseigne dans des universités, mais je ne me considère pas comme un scientifique. Et d'ailleurs, je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre à votre question précisément, mais en revanche, je me pose une question, moi, sur effectivement, et ça fait partie de mon propre parcours, mais effectivement, la science politique s'intéresse d'abord à tout ce qui est négatif, en fait. Et c'est vrai que moi, vous parliez de militantisme, je ne suis pas du tout dans le militantisme, mais si je dois militer pour quelque chose, c'est que, et j'essaie de le faire à titre personnel, c'est aussi d'utiliser les outils et les méthodes que l'on a dans ce domaine-là pour essayer d'analyser les solutions ou ce qui fonctionne bien. Moi, j'enseigne sur la crise de la démocratie. Bon, c'est pas très compliqué d'enseigner sur la crise de la démocratie, il y a beaucoup de matière. Donc, mais ce qui est assez intéressant, c'est aussi, et malheureusement, je ne le fais pas, c'est pas ce qu'on me demande, mais c'est d'essayer d'analyser aussi toutes les solutions qui existent à l'échelon local, à l'échelon régional, à l'échelon d'État, pour essayer de résoudre cette crise de la démocratie. C'est ça qui est assez intéressant. La démarche avait été faite avec la psychologie qui est par Martin Seligman pour créer la psychologie positive. Je ne défends pas l'idée de créer une politologie positive, mais en tout cas d'y réfléchir à un moment donné. Et moi, à titre personnel, avant, je travaillais où j'étais sollicité que sur des sujets atroces, des sujets de violence, des sujets de crise. À chaque fois, si un journaliste m'appelait, je me disais, tiens, il y a eu un truc qui s'est mal passé. Et j'en ai eu marre à un moment donné, pendant le confinement, où je me suis dit, bon, j'ai mes émissions dans l'espace public, comme on parle d'émissions de carbone, sont uniquement négatives. Donc, je vais essayer de les compenser par des émissions qui sont un peu plus positives, c'est-à-dire d'utiliser les méthodes que j'essaie d'utiliser pour analyser des différents phénomènes, de m'intéresser aussi à des phénomènes positifs. Bon, voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire et ce que j'essaie de faire, modestement. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous demander de répondre un tout petit peu moins longuement parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Et notamment, il y a une question à distance à qui je donnerai la parole juste après. Oui, bonjour. J'ai une remarque et une question. Moi, je suis un incorrigeable optimiste et je suis intéressé par l'Observatoire du positif et je vous invite vraiment à continuer à mettre une bonne nouvelle par jour. Ouais, ma question, elle est relative à la dernière partie de votre exposé. Vous mettez en avant des actions individuelles, des initiatives individuelles.
Néanmoins, si on regarde par exemple le changement climatique, on sait qu'on peut jouer, nous, individus, sur à peu près un quart et que les trois quarts dépendent de décisions gouvernementales. Et puis, c'est comme ça sur la majorité des sujets, je pense. Donc, ça pose un problème. Alors, merci d'avoir cité l'Observatoire du positif. J'en profite du fait de raccourcir pour ne pas aller plus loin sur ce sujet-là. Je vous suis totalement, je l'ai dit, hein, il y a des différents niveaux. Alors, il n'y a pas que le niveau gouvernemental, c'est ça qui est assez intéressant. Si vous regardez l'évolution, y compris en 2025 aux États-Unis sur les énergies renouvelables, ça continue. Les investissements dans les énergies renouvelables se poursuivent, même si Trump blacklist tous les mots liés au climat, où il vient d'annuler un texte essentiel sur le climat. Donc, c'est ça aussi qui me rend, non pas optimiste, mais plus nuancé par rapport au rôle négatif que peuvent jouer certains gouvernements. Parce que ça se joue aussi au niveau des États, on le voit avec la Californie et autres, ça se joue aussi au niveau de certaines entreprises qui ont un rôle absolument essentiel en matière de transition énergétique. Alors, pas toutes, bien évidemment, pas les compagnies pétrolières, mais certaines autres entreprises. Donc, c'est à différents niveaux. Mais c'est vrai que les gouvernements jouent un rôle fondamental. Mais sur le climat, effectivement, si on considère qu'il faut attendre les résultats d'une COP pour savoir si on va être optimiste ou négatif ou pessimiste, bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon critère, si vous voyez ce que je veux dire. Si on attend uniquement, effectivement, que ce soit les individus qui choisissent la poubelle verte ou la poubelle jaune, là, c'est la même chose. Je pense que c'est un patchwork d'acteurs. Et ce qui est important, c'est que les différents acteurs aillent dans le même sens. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que non seulement ils ne vont pas dans le même sens, mais en plus, les gouvernements sont hostiles. J'ai été long. Mais intéressant. Donc, je ne sais pas si Meggy est là, elle a levé la main. Il faudrait mettre le micro et peut-être aussi une caméra, si c'est possible, et en tout cas un micro. Meggy, c'est votre dernière chance. Voilà. Voilà, ça a l'air bon. Allez, je vous en prie, mettez le micro, c'est bon, et parlez dedans. Oui, vous m'entendez? Absolument, oui. Oui, bonjour, excusez-moi. Alors, ma question, moi, c'est une question très générale. Comment bien s'informer aujourd'hui? Selon vous, existe-t-il des méthodes concrètes ou des habitudes à adopter pour mieux analyser l'information, prendre du recul et éviter les biais, que ce soit confirmation, peur, indignation, etc. Et avez-vous également des types de ressources ou d'approches que vous recommandez particulièrement? Excellente question, merci. Comme je l'ai dit, l'esprit à avoir, c'est d'essayer de maîtriser à nouveau notre consommation d'informations. Donc déjà, effectivement, on le voit bien, on s'abonne à des alertes, des notifications. On a peut-être reçu déjà, depuis le début de la conférence, une quinzaine de notifications, ce qui nous incite à aller sur le site parce qu'on se disait, tiens, on a gagné une médaille de bronze, etc., etc. Donc déjà, effectivement, il faut peut-être, avant de choisir les bonnes sources d'information, déjà limiter notre exposition d'une manière ou d'une autre à l'information. Et je vous ai dit, la notion de doom scrolling, c'est-à-dire le fait, je suis vraiment un adepte de ça, moi, le fait de faire défiler, pas sur TikTok, mais le fait de faire défiler sur Google News ou autre, sur un agrégateur d'informations, les informations, jusqu'au moment où vous allez trouver quelque chose encore plus anxiogène, c'est effectivement quelque chose qu'il faut éviter, a fortiori dès le lever ou avant de se coucher. Alors, sur les sources d'information, ça c'est difficile parce que aujourd'hui, on voit bien aussi que malheureusement, il y a une polarisation très très importante. Donc, les auditeurs de France Inter ne vont pas lire l'opinion ou le Point. Et les lecteurs du Point ne vont pas écouter France Inter, on le sait.
Ne tournons pas autour du pot, on le sait. Donc, il y a considérer que c'est que telle ou telle source d'information est fiable ou pas, ça n'est pas simple. Mais ce qui est important, sans aucun doute, et je sais qu'il y a des débats qui existent, c'est de faire la part déjà entre des médias dits d'opinion et des médias plus d'information. Sans aucun doute aussi, ce qui élimine pas mal de médias, en l'occurrence, même si ça n'est pas explicite. En l'occurrence, il est important sans doute aussi de faire la part entre les chaînes d'information continue qui sont dans une logique spécifique et puis les médias plus classiques, notamment les médias écrits. Et c'est vrai que dans les périodes de crise, par exemple, voir des vidéos, je ne sais pas si vous regardez, par exemple, sur Grand Montana, ça passe en boucle. Je ne suis pas certain alors ça, on a des images chocs, mais je ne suis pas certain qu'on soit nécessairement bien informé. Sans doute qu'un article écrit ou un documentaire sur un sujet à froid permet de mieux nous informer que de voir en boucle des vidéos, très souvent d'ailleurs prises vous avez remarqué dans les journaux télévisés, ce sont de plus en plus des vidéos prises soit par des caméras de surveillance, soit par des smartphones. Je ne suis pas certain, alors ça donne une information, mais je ne suis pas certain que de voir ça en boucle nous amène à être mieux informés. Donc c'est un ensemble, un choix de type de médias en fonction de ces orientations, entre guillemets, des sources d'informations qui peuvent être plus effectivement basées sur l'écrit, sur un recul par rapport à l'actualité que des aspects spectaculaires sous la forme de vidéos et sans aucun doute aussi de recouper ces sources d'information, c'est-à-dire que de ne pas s'en tenir uniquement, c'est ce que j'essaie de faire, hein, si je vois un article du Nouvel Obs, je vais regarder ce que s'écrit Le Point, et si je vois Le Point, je vais regarder. Bon, c'est pas toujours simple, il faut avoir le temps, mais ça permet aussi d'avoir un regard un petit peu plus complexe, et je pense que ce dont on souffre le plus, c'est de cette rigidification, encore une fois, de la pensée. On n'arrive plus à envisager des opinions qui soient différentes des nôtres. C'est ça sur quoi il faut lutter. J'ai été long. Merci. Merci pour votre intervention. Merci de souligner que se jeter dans l'action est sans doute un pas vers l'optimisme. Alors, j'ajouterais peut-être se jeter dans l'action collectivement. Et dans les interventions qui ont eu lieu et dans la vôtre aussi, je crois que c'est souvent très centré sur chacun de nous, ce qui est légitime, on est là pour ça. Mais je crois aussi que l'optimisme, il vient de la démarche collective. Et c'est vrai pour les municipales qui arrivent. On a l'idéal de l'isoloir, mais si on y ajoutait une préparation collective à travers des associations, des syndicats, des comités de quartier, des partis, etc., certainement, on serait plus optimiste. Et ça me fait faire le saut d'un autre point qui est l'approche scientifique. C'est-à-dire que passer de l'individu au collectif, ça se fait d'autant mieux qu'on s'appuie ou qu'on s'adosse aux sciences sociales qui sont certainement dans l'avancée de l'humanité un progrès considérable et qui évitent l'isolement et qui facilitent la compréhension, qui facilitent une certaine rationalisation et qui facilitent la mise à l'écart de la rigidification dont vous parlez. C'est-à-dire la rigidification, je crois qu'elle naît du fait qu'on s'auto-rigidifie. Si on se frotte à ses voisins, ben, on est obligatoirement plus ouvert et plus capable de parler. Et donc, ça me ferait ajouter un autre point qui est les médias. Comme disent les sociologues, les médias, ça n'existe pas. Il y a des médias à l'appel et on peut faire confiance au travail, à la carte du monde diplomatique qui analyse qui possède quoi dans les médias.
Et ça permet de comprendre un tas de choses. Et alors après, on fait des choix, mais ce n'est pas un hasard de l'histoire. Et on n'a jamais dit encore aujourd'hui, à propos de ça, que Bolloré existe, Sterling existe, Musk existe, et donc il ne faut pas s'étonner. Bezos. Ou Bezos. Non, mais Musk, il a quand même, par rapport à. Bezos, Vous avez parlé de Washington l'AfD en Allemagne tout à l'heure. Oui. Il a quand même, il est champion du monde quand même de la manipulation et de la falsification. Non, mais regardez le Washington Post. Voilà. Donc, ça éclaire le fait que les médias, ça n'existe pas et on a les médias qu'on mérite si on n'agit pas collectivement. J'ai pas plus je vous remercie pour ces remarques. Alors, deux éléments. Je comprends. Je dirais, là aussi, c'est pas aussi nouveau que ça. Alors, c'est plus spectaculaire aujourd'hui parce que c'est la télévision, mais rappelez-vous, il fut un temps, R100. Donc, on parlait que de ça. C'est-à-dire que la large majorité de la presse quotidienne régionale était dans le groupe R100, il y avait le Figaro, etc. etc. Donc, cette emprise d'un certain nombre d'individus sur les médias, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave, effectivement, parce que là, il y a des connotations politiques plus qu'évidentes. R100, il avait des orientations, mais ce n'était pas nécessairement en défense de telle ou telle personnalité politique. Mais c'est une vraie interrogation. Et je vous suis sur un autre point. Moi, j'aime pas trop l'expression les médias. C'est pour faciliter les choses, parce qu'effectivement, la gazette locale et un média multinational, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est clair. Alors, il nous reste, il y a au moins encore une demi-douzaine de bras qui se sont levés, mais je vais donner la parole à notre président adoré. Merci. Oui, d'abord juste pour dire que, alors au GREP, on a pas mal de débats internes et on n'est pas tous d'accord. Hein. Et ça, c'est quand même pas mal. On a en particulier un débat autour de justement une vision pessimiste, optimiste du progrès, on va dire. Et là, j'ai sous les yeux un graphique qui vient de Our World of Data. Et ça, c'est effectivement une de nos sources à certains sous-groupes du GREP. Et là, je voyais sur les famines, ça remonte, c'est 1870-2023 par décennie. Et donc, pour dire qu'effectivement, l'humanité était aux alentours de, on va dire, une vingtaine de millions de morts par an, en tout cas, ou par décennie peut-être, donc jusqu'aux années 60, les années 60 étant un maximum à 30 millions. Et depuis, là, dans les années 2000, on est passé on arrive même presque plus à voir le chiffre. Donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, quand même, il y a deux choses. Vous n'avez pas voulu prendre position sur le monde était mieux avant ou non. Hein, vous avez dit, bon, allez, je vous laisse le choix. Je simplifie peut-être. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, à ma connaissance, les Français ont spécifiquement une vision du monde du futur, peut-être, plus pessimiste que tous les autres. Vous n'en avez pas vraiment beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez un peu l'aborder? Alors, et par exemple, donner la phrase d'Obama, attribuée à Obama, sur si vous deviez naître quelque part. Oui, alors, Barack Obama, devant des jeunes, effectivement, leur avait dit que s'il devait effectivement choisir une période dans l'histoire pour naître, effectivement, la meilleure période, ça serait la période contemporaine. Moi, encore une fois, je me refuse de répondre à la question est-ce que le monde va mieux ou pas? Je pense que selon les secteurs, selon les domaines, il y a des améliorations ou il y a des dégradations, mais rien n'est acquis en fait. Si on prend par exemple la question de l'évolution, un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'évolution de la sous-alimentation, vous y avez fait référence, effectivement, la tendance
en proportion de la population ou même en volume était à la baisse de cette sous-alimentation dans le monde. Or, on s'aperçoit que c'est un peu moins le cas depuis quelques années et qu'il y a deux facteurs qui expliquent cette évolution, cette dégradation. C'est la multiplication des conflits et c'est l'évolution du climat. Et on s'aperçoit, y compris sur la question des conflits, là aussi, le trend et la tendance sur la longueur du temps était à la baisse et depuis 2020, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Même chose pour la démocratie. Mais ça n'est pas parce que ça se dégrade que le monde va de plus en plus mal. Peut-être que dans 10 ans, il y aura une amélioration en matière de conflit. Peut-être que dans 10 ans, il y aura une amélioration en matière de démocratie. Et alors la question, le pessimisme des Français, j'essaie toujours de l'éluder. Et pourtant, elle m'est toujours posée. Effectivement, en France, à titre collectif, on est toujours un peu plus pessimiste qu'ailleurs. Ça fait partie des clichés. On est râleur, on est sale et on est pessimiste. Bon, voilà. L'explication, alors on nous sort toujours le même exemple. En 2014, dans une enquête, on était plus pessimiste que les Irakiens et les Afghans. Bon, ok. Bon, pour vous dire la vérité, moi, quand j'ai une enquête internationale, je regarde toujours en bas pour voir où sont les Français, plutôt que d'essayer de regarder dans toute la liste. On est systématiquement plus pessimiste. Moi, je n'ai pas nécessairement d'explication. Certains vont avoir des explications d'ordre culturel, liées à l'éducation, liées à la politique, liées à l'évolution économique. Il y a peut-être un facteur, moi, qu'un jour un politologue avait mis en avant et que je trouve assez intéressant, c'est le sentiment en France, à la différence de ce qu'on peut voir dans d'autres pays équivalents, qu'on n'a pas de deuxième chance. Et j'étais assez convaincu par cette idée-là. Par exemple, sur l'Observatoire du bien-être dont j'ai parlé, montre que vous avez un même niveau de vie, un cadre supérieur en France, à Toulouse, aux Pays-Bas, en Allemagne. Le cadre supérieur en France sera toujours un peu plus pessimiste. Et je ne sais pas s'il y a une petite musique dans notre tête sur cette absence de seconde chance, à savoir le fait que si on a fait de mauvaises études, on aura une insertion par le travail qui sera beaucoup moins avantageuse. Si on habite dans un quartier qui se dégrade et on n'a pas les moyens d'en changer, on est assigné à résidence. Si on est senior, on est très vite senior dans le monde de l'entreprise à 40 ans, et on est licencié, c'est fini. Moi, j'ai été licencié, pas à l'IRIS, et on me regardait comme un futur SDF. Je me disais, mais on me regardait comme si il m'avait annoncé un cancer généralisé, quoi. Et donc, il y a est-ce que ça nourrit ce pessimisme collectif? Je ne sais pas, mais je trouve effectivement, il y a pas mal d'études qui avaient été faites au Civifov par Luc Rouban sur le rapport au travail et sur le rapport à la protection sociale pour expliquer la spécificité du regard des Français en la matière. C'est peut-être l'une des explications, mais chacun a son explication là-dessus, sur ce fameux pessimisme des Français. C'est pour ça que, un, je n'ai pas voulu l'aborder dans le livre consacré à la France, et deux, j'essaie d'éluder la question, mais qui m'est toujours posée, quoi qu'il en soit. D'accord. Bon, nous allons donner la dernière question à monsieur. Merci. Moi, j'ai une question sur l'évitement informationnel. Donc, est-ce que, par exemple, si on voit aujourd'hui les gens qui détiennent les médias de manière un peu générale, et quand on voit aussi le fait que les médias soient sur-subventionnés, je vous rappelle que sur les 8 milliards du budget du ministère de la Culture, presque 4 milliards vont à l'audiovisuel. Donc, c'est quelque chose qui est... On s'éloigne un peu du journaliste classique qui est l'ouvrier de l'information quand on voit aujourd'hui certains journalistes. Est-ce que dans ces conditions, l'évitement informationnel n'est pas un acte de résistance? Surtout quand on voit les dessins ou bien les projets politiques les projets politiques des gens qui détiennent ces médias. Et aussi,
sur le fait qu'il y a eu, au cours de cette année qui vient de s'achever, il y a eu presque 665 fake news sur le climat. Et dans ces conditions, si on prend par exemple des personnes, la personne qui a choisi l'évitement informationnel, la personne qui a choisi l'évitement informationnel, quand même, la personne qui a choisi de s'informer, la personne qui a choisi l'évitement informationnel, on voit que la personne qui avait choisi l'évitement informationnel aura passé à côté de 665 fake news. Donc, est-ce que c'est pas dans ces conditions, c'est pas un acte de résistance? Et sur le fait que on considère qu'on vive mieux avant qu'aujourd'hui, bon, moi j'ai eu un petit témoignage à faire là-dessus. Je viens d'un pays qui se trouve au cœur du Sahel. Et aujourd'hui, quand on voit les désastres climatiques là-bas, la désertification qui avance de 2 km par an et que les cours d'eau qui tarissent, donc il n'y a pas de la terre, il n'y a pas de rendement. Et les gens, ils se regroupent sur les... ils se rient vers les rares ressources naturelles qui existent. Donc ça crée des conflits intercommunautaires. Donc, est-ce que à ces gens-là, on peut leur dire qu'aujourd'hui vous avez des progrès scientifiques? Est-ce que les progrès scientifiques, les acquis démocratiques, les progrès technologiques à eux seuls suffisent pour dire qu'aujourd'hui on se porte mieux? Donc, c'est un peu de manière pêle-mêle. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Deux choses. Sur l'évitement informationnel, malheureusement, je pense que vous projetez un petit peu, c'est-à-dire que très souvent, quand on regarde les études qui sont faites sur la fatigue informationnelle ou sur l'évitement informationnel, sont concernées plutôt des personnes qui ont un faible niveau de diplôme, qui sont dans une logique de défiance généralisée. Et alors, ça peut être un acte de résistance, mais plus par rapport à un système généralisé plutôt que par rapport aux médias ou aux fake news que certains médias vont transmettre. Donc là, on est... Parce que ce que vous êtes en train de dire, ça ressemble un petit peu aux analyses qui sont faites de l'abstention. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... certains vont avoir une abstention intentionnelle en disant « je ne suis pas d'accord avec les analyses, j'ai lu tous les programmes, je ne suis pas d'accord, donc je vais m'abstenir ». La plupart du temps, les gens s'abstiennent parce qu'ils ne se sentent pas intégrés socialement et ils ne se sentent pas légitimes pour participer à une élection. C'est la même chose pour les gens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Donc, et sur la fatigue informationnelle, très souvent, ce qui ressort, c'est plutôt le fait que le sentiment que ce sont toujours les mêmes informations qui sont divulguées, et que ces informations sont anxiogènes. Donc, on n'est pas nécessairement sur un acte de résistance. Et alors, pour le deuxième aspect, j'y ai fait référence indirectement, sans parler bien évidemment du Sahel, mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne crois pas au positif qui vient d'en haut. Moi, j'avais fait une intervention auprès d'agriculteurs qui me disaient, c'était un éleveur, il me disait, bon, c'est bien beau votre truc, mais moi, quand j'ai une maladie dans mon écurie, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pour ça que moi, je crois pas cette verticalité du positif, mais l'horizontalité du positif. Et sans doute qu'au Sahel, il y a peut-être du côté des éleveurs, du côté des initiatives qui existent sur le terrain et qui peuvent être duplicables et qui peuvent être source d'inspiration. Je ne sais pas. Mais c'est plus, moi, je crois plus à cette horizontalité du positif qu'à un positif qui vient d'en haut où on vous dit, bah, regardez, les statistiques montrent que ça va mieux quand même. Ça ne sera pas convaincant. Merci beaucoup. Avant que vous ne vous jetiez sur la table de presse pour acheter le livre qui est là-bas, je crois que nous avons une information. Je me permets, d'ailleurs, je pique le micro à mon camarade là, je me permets de faire de la publicité pour le GREP parce que pendant 10 ans, et aujourd'hui c'est la 11e année,
nous dirigeons, nous actionnons dans les collèges, nous faisons de l'information qui s'appelle le parcours laïque et citoyen, où nous intervenons, enfin plus moi puisque je l'ai quitté cette année, sur l'esprit critique, donc auprès des élèves jeunes de 6e et même CM1, CM2 et jusqu'à 3e. Donc nous faisons des informations sur ce qui se passe dans le monde avec l'éducation à l'esprit critique. Je pense que c'est un peu sur le terrain dans lequel vous avez fait votre conférence. C'est pour ça que je faisais cette publicité au nom de mes camarades. Donc ces applaudissements s'adressent au GREP, mais ils s'adressent aussi et surtout à notre conférencier.